Je remercie l'IREMO, en fait, et c'est vrai que ça devient un espace très intéressant d'échange et qui est en train de former de façon informelle des spécialistes sur le Moyen-Orient. Hein. On va s'en rendre compte dans les débats. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que, sorti du milieu universitaire, on est confronté parfois à des questions qui sont très inattendues pour nous, mais qui nous ramènent à des réalités qu'on ne voit pas. Alors, pour ce qui est de notre thème d'aujourd'hui, je crois qu'une des difficultés pour aborder la question de l'immigration au Maghreb, et en Afrique du Nord plus généralement, c'est qu'il peut paraître incongru de parler d'immigration dans des pays qui sont massivement encore des pays d'émigration. Je donne le cas du Maroc. Sur les 2 dernières décennies, chaque dernière décennie, il a doublé son effectif de migrants. Alors, je parle d'il y a 4 ans, hein, parce que déjà, c'était 15% de la population qui était émigrée. Alors, il y a encore de l'émigration irrégulière, qui est très importante, plus importante que celle des Africains, on va le voir, qui est très médiatisée. C'est incomparable. C'est massivement incomparable. Et puis, surtout, c'est des pays qui connaissent un fort taux de chômage et un mal développement. Donc c'est vrai que c'est ça un peu qui commence, un peu qui laisse perplexe quand on parle d'immigration dans ces pays-là. Et quand on parle d'immigration, il ne s'agit pas seulement d'une présence étrangère, il s'agit d'une présence qui atteint une masse critique significative qui en fait un fait sociétal. Donc entendons-nous, il y a aussi des latino-américains hein, au Maghreb, mais on ne peut pas considérer que c'est un fait sociétal. Les Chinois, oui, ça commence, mais ça n'a pas encore la même dimension. Alors, on commence effectivement maintenant à parler du Maghreb comme espace devenu d'immigration. Mais on en parle plutôt d'une immigration qui serait une immigration par défaut, de migrants qui, à défaut d'atteindre l'Europe, seraient rabattus vers le Maghreb. Et de fait, en fait, on a commencé à percevoir cette immigration lorsque des migrants africains sont apparus dans les traversées irrégulières transméditerranéennes depuis le Maghreb et qui va révéler ces migrants de façon spectaculaire. Et évidemment, le spectaculaire a toujours son revers d'inquiétant, si je peux dire. Donc, mais surtout, en fait, c'est les contextes politiques très particuliers qui vont altérer la perception de ces migrations. Parce que lorsque la présence de migrants africains est révélée, comme on l'a vu, on est à la fin des années 90, début des années 2000, c'est-à-dire qu'on est en phase de verrouillage pratique des frontières européennes. Hein, c'est Schengen, avec cette fameuse ouverture à l'intérieur, fermeture à l'extérieur. Mais on est surtout dans une phase de dramatisation de la question migratoire. On peut estimer que la phase populiste, en fait, que nous connaissons actuellement en Europe, elle a été inaugurée, en fait, à cette période-là. Hein. Et donc, où on commençait, et d'ailleurs, ça n'était pas que les extrêmes droites, c'était la droite, le centre, tout le monde était face à cette dramatisation. Alors, comme cette immigration, elle a été révélée par une de leurs parties qui se projette sur l'Europe, donc l'ensemble de cette migration va être interprété sous l'angle unique d'un mouvement à destination de l'Europe, et donc l'Europe serait le moteur, et le Maghreb ne serait qu'une étape de transit. Et c'est donc l'Europe, avec ses préoccupations, des préoccupations qui ont aussi leur légitimité, c'est elle qui va introduire cette question dans le débat public des pays maghrébins et à l'échelle internationale de façon générale. Et ça va escamoter toute la complexité de ces migrations. Alors, donc, c'est par cette partie des migrations africaines qui va se greffer sur les circulations euro-méditerranéennes, c'est par elle qu'on va découvrir et qu'on va interpréter cette migration. Or, cette partie-là n'est qu'une partie, et la moins importante, d'un mouvement migratoire beaucoup plus important, beaucoup plus complexe, et qui se déroulait
longtemps avant, pendant plusieurs décennies, entre le Sahel et le Maghreb, et qui n'était pas perceptible. Il n'était pas perceptible parce qu'il était informel, il n'était pas perceptible parce que le Sahara était un angle mort, de façon générale. Alors, il n'était pas perceptible parce qu'au début, il était concentré dans les régions sahariennes, où les pouvoirs publics maghrébins souhaitaient le confiner, avant qu'il n'atteigne le nord. Il n'était pas perceptible parce que, à son informalité, à sa fragilité, à l'angle mort saharien qui le voilait, s'ajoutait la chape de plomb autoritaire de ces pays-là. Et donc c'est tout cela qui a empêché de saisir l'émergence et la réalité de ces nouvelles circulations migratoires qui se déployaient en fait entre le Sahel et le Maghreb et qui sont donc restées méconnues ou au mieux sous-estimées. Et en même temps, cette perception, ou je dirais cette réduction de ces mouvements migratoires à des mouvements qui se destinent vers l'Europe, elle arrangeait et elle offrait en fait un confort de gestion aux principaux protagonistes. Pour l'Europe, ça justifiait un raidissement sécuritaire et une raison supplémentaire de faire pression sur les pays maghrébins pour s'associer à cette gestion sécuritaire, puisqu'ils n'étaient plus seulement émetteurs de flux de leurs propres citoyens, mais aussi de citoyens venus d'autres pays. Et pour les pays du Maghreb, ils y trouvaient une justification pour s'exonérer d'assumer des responsabilités à l'égard de cette immigration, puisqu'elle était supposée en transit, donc ça allait dispenser de lui donner une réponse juridique et sociale, qu'elle appelle, et surtout ça permettait de trouver un bouc émissaire qui occultait la responsabilité de ces pays-là sur l'émigration de leurs propres citoyens. Responsabilité vis-à-vis de l'Europe, mais responsabilité aussi en tant que système social, économique, générateur de problèmes et de dysfonctionnements qui poussent à l'émigration. Et donc, c'est comme ça que s'est bâti ce mythe d'une migration de transit et que pour tout le monde, l'émigration des Africains, c'est une migration vers l'Europe, c'est plié, etc. Et on n'en parle plus. Et d'ailleurs, et ce sont ceux qu'on voit le plus jusqu'à aujourd'hui. Mais en fait, l'immigration irrégulière des subsahariens vers l'Europe, en passant par le Maghreb, elle n'est apparue que très tardivement. Et elle a concerné dans les premiers temps une part infime de migrants qui étaient d'ailleurs très largement minoritaires dans les traversées méditerranéennes, qui concernaient et concernent toujours surtout les Maghrébins eux-mêmes. Et en fait, c'est au début des années 2000 que la présence de subsahariens devient significative, mais elle reste toutefois très minoritaire. Je vais vous donner 2-3 cas. Dans les 4 premières années, dans la première moitié des années 2000, entre 2000 et 2005, lorsque les traversées se faisaient essentiellement vers l'Espagne, les seuls Marocains étaient 11 fois plus nombreux que tous les migrants africains réunis. Hein, vous imaginez. Et les Algériens, qui étaient 10 fois moins nombreux que les Marocains, ils représentaient la deuxième nationalité. Lorsque la plus grande surveillance des côtes espagnoles va rabattre les migrations irrégulières vers le sud de l'Italie, la même tendance se maintient. On va trouver, par exemple, l'essentiel des migrants, près de 80%, est constitué de Maghrébins. Les Marocains à eux seuls représentent 40%, suivis des Moyen-Orientaux, alors que la part des subsahariens venus de pays en guerre, elle était minime. Alors, ensuite, il y a eu bien sûr les Moyen-Orientaux. Je lis les statistiques, ça date de 3 jours de Frontex. La première nationalité vers l'Italie, c'est les Algériens. Hein, et bien sûr vers l'Espagne, ça continue à être les Marocains. Donc déjà, en fait, les migrants subsahariens représentent une très faible minorité. Mais c'est vrai que quand on voit les journaux télévisés, je ne veux pas dire qu'il y a une instrumentalisation. On va d'abord voir le noir, cet Africain, etc., etc. Parce qu'aussi, ils ont moins de réseaux
ils ont moins de connexions, donc ils vont sauter les grilles, etc., etc. Et là, je vous dis, c'est des chiffres d'il y a 3 jours, hein, donc c'est pas... Donc... Bon, alors, quand on regarde la réalité du terrain, l'immigration subsaharienne, pour l'essentiel, elle concerne moins l'Europe, mais d'abord et surtout le Maghreb. Et ce mouvement migratoire, il s'est construit plusieurs décennies avant que n'apparaissent les routes terrestres et maritimes dites clandestines vers l'Europe, auxquelles on les identifie. Donc, plusieurs décennies avant que n'émerge l'immigration irrégulière vers l'Europe, parce qu'en fait, il faut rappeler aux bonnes gens que l'immigration irrégulière vers l'Europe, l'immigration vers l'Europe n'est devenue irrégulière qu'à la fin des années 80, début des années 90. Je vais vous raconter une petite histoire personnelle. Je résidais alors en Algérie. Je venais ici pour donner des cours. Eh ben, je n'avais pas besoin de visa. Hein? Je ne demandais rien à personne. Et pas parce que c'était moi, tout le monde, tous les Maghrébins, tous les Africains. C'est une chose qu'on oublie. Hein? Et donc, moi, jusqu'en 88, je venais, je sortais, je rendais compte à personne. On va discuter dans le débat, parce que ce n'est pas ici le thème. Il n'y avait pas d'immigration clandestine. Vous avez 1 million d'Algériens par an qui venaient. 1 million de personnes identifiées, pas de voyageurs. Il n'y avait pas d'immigration clandestine. Bon, je ferme la parenthèse, mais c'est pour dire qu'en fait, cette immigration, elle était beaucoup plus ancienne. Donc, elle n'avait pas besoin de transiter pour aller vers des chemins irréguliers, etc. Donc, plusieurs décennies avant que n'émerge l'immigration irrégulière vers l'Europe, cette immigration, elle était massivement présente au Sahara et au Maghreb. Et elle était présente alors même que les pays européens qui sont devenus des destinations privilégiées telles que l'Espagne et l'Italie, ils étaient encore des pays exclusivement d'émigration. Donc, c'est pour dire qu'on a confondu, en fait, plusieurs phénomènes. Je ne veux pas dire qu'il y a de l'instrumentalisation ou autre, mais les phénomènes sociétaux, on les comprend pas tous. On les comprend à travers l'œil d'aujourd'hui, etc. Alors que bon. Et donc, en fait, dès les années 60, le développement exceptionnel du Sahara algérien, libyen, qui était alors peu peuplé, il se faisait en grande partie avec une main-d'œuvre sahélienne. En Libye, l'immigration, c'est 20 à 25% de la population. Ça surclasse tous les pays, non seulement européens, mais tous les pays développés. Et pour dire l'ancienneté de cette immigration, elle peut se lire en creux dans les mouvements d'expulsion massive qu'il y avait, qui dataient déjà des années 70. Hein? Bon, en Algérie, en 86, il y a eu une campagne internationale contre l'Algérie parce qu'elle expulsait massivement ces migrants. Et là, c'était un contexte particulier. Le 86, c'était les révoltes Touareg, avec toute la sympathie, le mythe dans les pays européens, et qui a fait qu'on a pu jeter un coup de... Donc c'est juste pour vous dire à quel point c'était ancien. Donc, alors qu'on ne parlait pas d'immigration clandestine vers l'Europe, et que n'importe qui pouvait aller en Europe, ces pays-là déjà expulsés massivement. Ça veut dire qu'il y avait une présence massive, etc., etc. Alors, même en Mauritanie, un des pays les plus pauvres du monde, il avait 10 à 15% d'immigrés. Et c'est là où on va voir qu'en fait, nous avons une vision de la migration formatée par le Fordisme, de mouvements qui se déplacent de pays moins développés vers des pays plus développés dans le cadre d'une économie fordiste, etc. En fait, c'est beaucoup plus complexe. Et on n'a pas attendu l'Europe, les États-Unis et leur développement capitaliste pour connaître les phénomènes de migration, de travail et autres. Ça a existé et ça continue à exister toujours selon ses anciennes formes. Hein. C'est pour ça que, par exemple, on en reparlera, en Mauritanie, l'un des pays les plus pauvres au monde, il a un taux de migrants 15% et qui ont un revenu supérieur à celui de la moyenne des Mauritaniens. Bon, enfin, on peut... Alors, donc... bon, alors... Donc... Et c'est vrai que ces mouvements migratoires, ils sortent de ces schémas classiques qu'on a dans les migrations. Et alors, pour aller court un peu, les mouvements migratoires entre le Sahel et le Maghreb, ils s'alimentent
d'une toute autre logique. C'est parce qu'il y a une réelle interpénétration entre Sahel et Maghreb. En fait, on parle beaucoup de mondialisation, mais on voit la mondialisation de façon unilatérale. C'est ce rapport qui se densifie entre les pays du Sud et les grands pôles dominateurs du Nord. Mais en fait, il se passe surtout et aussi beaucoup de choses et de rapprochements entre aussi ces périphéries du Sud elles-mêmes, indépendamment du rapport qu'elles entretiennent avec l'Europe. Donc ce n'est pas la mondialisation, ce n'est pas seulement cette domination des pays du Nord et qui capte, qui polarise ces pays du Sud, ça se passe aussi entre les pays du Sud qui deviennent ou redeviennent plus proches, tissent d'autres liens, etc. Alors, pour vous donner un exemple, le Maghreb et le Sahel, ce n'est pas deux espaces qui s'ignoraient. Au contraire, vous savez, ils ne se sont ignorés que dans une brève période historique. On peut aller dire, allez, un siècle, mais en fait, c'est moins d'un demi-siècle. Mais ces deux espaces-là ont vécu dans un rapport intense pendant un millénaire. C'était un centre de mondialisation, si je peux dire, avant l'heure, avec le commerce transsaharien. Juste pour vous donner, ce n'est pas le thème, vous savez, les oasis là qui existent, le Sahara est le seul désert au monde où il y a des oasis. Parce qu'on pense que c'est une forme naturelle d'existence. Pipo, c'est une construction. Les oasis sont une construction absolument artificielle. Et vous allez dans l'histoire, le désert chilien, le désert namibien, le désert américain, tous les autres déserts n'avaient pas d'oasis. Pourquoi il y a eu des oasis dans le Sahara? C'est que, en fait, si je peux dire, lorsque la civilisation musulmane, qui était alors à son apogée, qui pouvait représenter la nouvelle idéologie révolutionnaire qui a mobilisé les populations, eh ben, ils ont découvert, je ne reviens pas en fait, depuis 5000 ans, parce qu'il y a eu un réchauffement climatique, parce que le réchauffement climatique peut être aussi naturel, le Sahara est devenu une barrière, mais pas tout à fait étanche. Donc on a découvert, au-delà de ce Sahara, deux choses qu'on pourrait qualifier dans notre langage moderne, le capital et le travail. C'est ce qui fonde une économie jusqu'à aujourd'hui. Le capital, c'est quoi? C'était les mines d'or, hein, et toute l'économie de ces produits exotiques qui n'existaient pas au Sud. Et le travail, c'était quoi? C'était les esclaves. Et donc, un intense mouvement s'est fait. Mais comme c'est sur une profondeur de 2000 km dans des conditions climatiques, physiques extrêmes, on a créé des oasis. D'ailleurs, quand on voit, à part quelques exceptions d'oasis de refuge, toutes les oasis ont été créées entre le 8e et le 18e siècle, c'est-à-dire au début de l'essor et jusqu'à la chute du commerce transsaharien. Et c'est la colonisation qui va plonger cet espace dans une latence, etc. Mais avec les indépendances, ces espaces sahariens ont été revitalisés. D'abord parce que tous les pays veulent un peu nationaliser, maîtriser leur territoire. Et surtout, il y a eu la conjonction entre développement du capitalisme international, toujours à la recherche de ressources nouvelles, et découverte de ressources naturelles au Sahara. Le pétrole, mais pas seulement le pétrole, l'uranium, etc., etc. Et donc, ça a donné lieu à un développement remarquable des infrastructures. On a essayé de fixer des populations, etc., etc. Et, pour faire court, l'action des États a produit des effets inattendus par ces États-là même, parce qu'elle a réveillé des vieilles connexions. Il faut rappeler que le Sahara a été structuré par l'échange. Le Sahara a toujours été très interconnecté. Et pour vous donner un exemple, d'ailleurs qui a dépassé, si je peux dire, ces États eux-mêmes, lorsque la Libye ou l'Algérie développent à leurs frontières méridionales des villes comme Tamanrasset ou Sebha, elles les conçoivent comme des postes militaires avancés et une vitrine de leur nationalisme, pour eux face aux autres. Et on considère à peu près 10 000 maximum population. Ben aujourd'hui,
chacune des villes a près de 150 000 habitants, dont l'écrasante majorité est étrangère, et c'est de véritables tours de Babel africaines. Mais ce n'est pas vrai seulement pour les pays du Maghreb qui attirent par leur puissance économique. Si on prend une ville comme Arlit, là où il y a l'uranium, vous allez me dire que c'est l'uranium. Arlit a connu la même chose, et c'est une partie infime de la population qui vit de l'uranium. Et le reste de la population, sur 140 000 habitants, ils vivent en fait des échanges entre l'arrière-pays sahélien et le Maghreb. Et donc, en fait, c'est tout cela qui a fait que ces liens étant revitalisés, hein, donc on a de la circulation. Alors bon, il faut que je gagne du temps, je ne vous parlerai pas ça dans les détails, mais il faut voir qu'actuellement, donc, il y a une présence massive. Donc c'est 1 à 2 millions en Libye, c'est 300 000 migrants en Mauritanie, autant en Algérie, etc., etc. Mais aussi, on remarque que c'est un phénomène pérenne parce que moi, quand j'ai commencé à enquêter début des années 2000, j'avais trouvé que les migrants, dans le séjour capitalisé plusieurs années, une dizaine d'années, étaient majoritaires. Donc ça veut dire c'est pas que du passage. Et maintenant, le bassin migratoire, c'était Niger-Mali. Maintenant, il s'étend, si je peux dire, à tout le golfe de Guinée. Et le golfe de Guinée devient majoritaire. Et ce n'est même pas la sécheresse, parce que la majeure partie viennent plutôt de l'Afrique, qui est humide. On peut en discuter dans les questions, c'est aussi une mystification. Les gens qui ont subi les 2 grands pics de sécheresse, qui sont des populations nomades et sahariennes, elles ont migré, mais toujours à l'intérieur du Sahara, en formant des grandes villes qui sont devenues d'ailleurs des structures d'étape pour des migrants qui venaient de plus loin. Donc si la sécheresse a contribué à la migration internationale, elle n'y a contribué qu'en lui servant d'infrastructure. Mais ce n'était pas elle la cause. Ça veut dire qu'il y avait un mouvement beaucoup plus profond que les petites incidences un peu qu'il peut y avoir. Et puis surtout, pour vous dire une chose, le marqueur le plus signifiant de la présence de ces migrants dans le circuit socio-économique, on va parler, c'est ils ne fournissent pas que de la main-d'œuvre, et ils investissent également le secteur de l'entrepreneuriat dans un contexte maghrébin où pourtant l'entreprise est confrontée à un environnement économique qui est très précaire et juridique, etc. etc. C'est juste pour vous dire que ça sort vraiment des images classiques. Et puis, bon, il y a toute cette migration estudiantine qui se reconvertit pour une part importante à une migration de travail, etc. etc. Alors, ça peut paraître toujours incongru, mais je vais vous donner quelques exemples. Donc, c'est une migration qui se fonde sur des complémentarités. Elle n'est pas là pour... Et si elle a été tolérée jusque-là, c'est parce qu'elle, si je peux dire, elle a investi des possibilités, des potentialités. Alors, ces complémentarités, ça peut être des déséquilibres territoriaux qu'elles viennent combler. C'est le cas du Sahara algérien ou libyen, qui était très peuplé, très peu peuplé par contre, mais qui connaissait un développement exceptionnel du fait de leur importance économique et stratégique. La vraie banque de la Libye ou de l'Algérie, elle se situe là-bas. Et donc on a investi, on a développé, il y avait très peu de population. Mais vous allez dans une ville comme Tamen Rasset ou en Libye au sud, mais vous n'aurez du plus bas métier au plus raffiné, vous n'aurez que des Africains, en général. Donc, voilà. Alors, elles peuvent aussi se fonder sur l'exploitation de différentiels entre les 2 espaces et l'effacement de l'État. C'est le cas du commerce. Parce qu'il y a quelque chose de très scandaleux. Il y a quasiment très peu de rapports commerciaux entre le Sahel et les pays du Maghreb, alors que les complémentarités sont immenses. Regardez, je donne un petit exemple que je n'ai toujours pas compris et aucune autorité n'a réussi à me répondre. Vous savez tous que dans 2 mois, l'Aïd el-Kébir, il va y avoir un grand massacre dans les pays du Maghreb, du cheptel au vin. Et
qui n'a jamais réussi à se reconstituer et on l'importe d'Amérique latine, etc. Avant, petite anecdote, on l'importait, on s'en foutait des dîmes. Maintenant, on envoie des imams pour, etc. Bon. Et en fait, vous avez au Sahel une potentialité extraordinaire en élevage. Ça coûte moins cher que ça. On ne les importe pas. Alors, il y a des préjugés sanitaires. C'est juste pour vous donner un exemple. Mais c'est sur cette base-là que s'est développé un très grand commerce. Le différentiel aussi. Vous savez que l'Algérie, la Libye ont connu un développement bureaucratique à la soviétique. Ils avaient beaucoup d'argent. D'un côté, ils pouvaient faire baisser les prix des produits de première nécessité. Quand vous allez au Sahel, le lait en poudre s'appelle l'Ahda. L'Ahda, c'est une marque de lait, elle n'est pas vraiment algérienne, c'est une marque de lait qu'importe l'Algérie et qu'elle revend à ses populations. Comme Frigidaire était une marque et qu'on dit maintenant Frigidaire, c'est pour dire l'intensité. Mais par ailleurs, ces pays-là n'importaient pas certains produits qui étaient dits de luxe. Eh bien, c'est les autres qui s'en chargeaient, produits agricoles, etc. Et il y a de vraies maintenant places commerciales importantes, routes commerciales. Alors cette migration, elle peut se fonder aussi sur des complémentarités anthropologiques. Comme en Mauritanie, il y a toujours eu une segmentation professionnelle. Je dirais entre les Maures blancs, en fait, se sont toujours investis dans l'élevage et le commerce. Et les populations noires africaines, c'était toujours un peu des populations sédentaires. C'était l'agriculture, ensuite le métier des villes. Et avec le développement extraordinaire de l'urbanisme, etc., qui n'était pas pratiqué par les populations maures, on a été chercher des populations africaines toujours de plus en plus loin. Alors, vous allez me dire, mais comment? Eh bien, parce que aussi ça a arrangé ces populations morts noires, parce que, figurez-vous, ces morts qui refusent de faire les travaux manuels, etc., qui ne font que le commerce et l'élevage, d'accord, ce sont eux qui dominent le petit commerce dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est pour cela que la Mauritanie a autant d'immigrés, 15%, que d'émigrés. Vous voyez donc comment ces logiques sont anciennes. Et ils sont de redoutables commerçants face aux Libanais et même face aux Chinois. Vous savez qui distribue les commerçants chinois à Dakar? Ce sont des commerçants mauritaniens qui distribuent des produits chinois aux commerçants chinois à Dakar. Donc c'est pour vous dire un peu le... Non, et c'est aussi toute la complexité, si vous voulez, de ce monde-là. En Algérie, vous avez aussi deux choses. Par exemple, l'Algérie, les gens ont été... La période coloniale, où la domesticité, c'était la Fatma, la période d'après-indépendance, socialiste, l'égalité, etc., il est extrêmement difficile de trouver un Algérien qui accepte de faire un travail de domesticité. Je sais un exemple, j'ai eu un papa qui était très malade, on est arrivé, finalement, on a trouvé plus facile de recruter et de payer une infirmière que de trouver une femme de ménage, alors qu'il y a une paupérisation très sérieuse. Mais il y a une résistance anthropologique, culturelle, politique. Et bien alors, maintenant, vous avez les gens de la nomenclatura en Algérie, en plus de tous leurs privilèges, ils peuvent vous présenter ce serviteur noir en livrée blanche, etc., etc. Ça fait partie du must. On n'en parle pas, mais si vous lisez la littérature, vous trouverez toujours une servante, un servant, etc. Je prends des cas un peu marginaux extrêmes. Au Maroc et en Tunisie, le recul du français, alors que la délocalisation des sociétés françaises dans ces pays-là devient importante. Quand vous appelez pour Orange, vous ne tomberez jamais sur une ville française, vous allez tomber sur Tunis, Rabat, etc. Mais comme il y a ce recul, en fait, et oui, les Maghrébins maîtrisent de moins en moins le français. D'ailleurs, le Maroc vient de prendre une décision, réintroduire donc le français dans
dans les programmes d'enseignement. Donc, en fait, ça profite aux étudiants subsahariens francophones qui se convertissent donc en migrants travailleurs dans ces entreprises. C'est les centres d'appel, les agences de communication et même le journalisme. Alors, je ne parlerai pas de la Libye, où, évidemment, c'est les migrants subsahariens qui font tout. Et donc, maintenant, le recours à la main-d'œuvre subsaharienne, à côté des niches, avant c'était la cordonnerie, etc., en dehors du Sahara, où ils participent à l'équilibre du marché de travail, etc., ils s'intègrent maintenant aux économies de ces pays-là. C'est le secteur du bâtiment, habitat, tourisme, etc. Par exemple, le secteur de l'habitat de façon générale, de la construction, il est en pleine expansion au Maghreb. La Tunisie, le Maroc développent le tourisme, l'Algérie, l'habitat, etc. Et il y a un chômage ambiant. Mais cette main-d'œuvre subsaharienne, elle s'intègre structurellement aux économies. Par exemple, quand vous avez des petites entreprises de construction, elles connaissent une tension globale, d'abord en main-d'œuvre qualifiée. Donc, elles en ont besoin. Mais surtout, au gré des chantiers, notamment pour les petites entreprises, vous savez, on ne peut toujours pas avoir... et donc, on a besoin... Parce qu'il y a des périodes où vous avez beaucoup de travail, des périodes où vous n'en avez pas, etc. Et donc, on a besoin, en fait, de ce genre. Et puis, les sociétés maghrébines se complexifient. Il y a du chômage, il y a de la malvie, mais là-bas aussi, beaucoup de secteurs de la population qui sont éduqués, etc., refusent d'abandonner leurs prétentions à la mobilité sociale. Et il devient très difficile de faire travailler certains... Vous savez, déjà, il y a quelques années, on payait un ouvrier 2500 dinars la journée. Bon, le taux du dinar a baissé, mais dans le temps, ça faisait, encore au taux noir, ça faisait quand même 25 euros la journée. Ce qui n'est pas mal du tout dans ces pays-là. Il était très difficile de trouver des travailleurs algériens. Mais on trouvait... Donc, tout ça, c'est juste pour survoler et pour vous dire, en fait, donc, pourquoi, malgré tout, en fait, alors qu'on n'arrive pas à le concevoir et à l'envisager, ces pays-là sont devenus des pays d'immigration, pas par un mouvement d'envahissement, etc., mais par des complémentarités réelles, etc. Alors, maintenant, effectivement, je vais parler de deux volets. Je parlerai dernièrement du volet identitaire le plus important, mais il y a un volet, maintenant, ça devient un enjeu politique interne et important dans ces pays-là. D'abord, avec l'apparition du transit vers l'Europe et par le Maghreb, on a assisté à une européanisation de la question des migrations subsahariennes. Comme on l'a vu au début, ça a été vu comme un mouvement qui se destine vers l'Europe. Donc, c'est les pays européens qui ont pris en charge, qui ont pris en main, si je peux dire, cette question, et sous pression de l'Union européenne, et parfois avec accompagnement européen, on a assisté à une européanisation de la question des migrations. Ces migrations subsahariennes sont devenues un enjeu des politiques internes et internationales de l'Europe, et ce sont elles qui, de fait, les gèrent, y compris en imposant leur propre agenda aux pays maghrébins. Je vais vous donner un exemple. Tous les pays maghrébins, sans exception, ils ont refondu complètement leurs droits des étrangers. À partir des années 2000, c'est le Maroc qui a commencé, la Libye qui a terminé il y a quelques années, avant la chute de Kadhafi, et toutes, elles ont promulgué de nouvelles législations. Mais elles n'ont pas fait que, si je peux dire, remédier aux lacunes du droit des étrangers, parce que dans le temps, c'était une question qui n'existait pas. En fait, on l'a fait en occultant cette réalité de circulation migratoire. On s'est moulé dans le schéma de migration se destinant vers l'Europe, et donc toutes ces nouvelles législations ont été orientées vers la répression. Et d'ailleurs, si je peux dire ça, ces dispositions ont donné lieu à des marchandages de la part des pays maghrébins et à d'intenses tractations géopolitiques
le cas de la Libye qui a négocié, si je peux dire, son retour, etc. Tous ces pays-là donc, ont fait, si je peux dire, de leur position géographique une sorte de rente géographique à négocier avec l'Europe. Et, si je peux dire d'ailleurs, le renforcement des pouvoirs autoritaires quand il n'y avait pas une manne comme le pétrole, il s'est fait par deux ressources, l'immigration et le terrorisme, et qui a fait que tous ces pays d'Europe ont fermé les yeux sur beaucoup de choses, ont collaboré, ont donné de l'argent, etc. Même un pays comme la Libye, qui n'avait pas besoin d'argent, a réussi à avoir 5 milliards d'euros de la part de l'Italie, etc., etc. Alors, et c'est pour ça que la répression, qui était certes récurrente et ancienne, elle a connu un décuplement à partir des années 2000, et c'est là qu'on a eu les expulsions massives qui se sont généralisées et qu'on a connues médiatiquement, etc. Et ça a fait naître des catégories de sans-papiers, parce que ces gens-là circulaient dans l'informalité, etc. Comme souvent, on a fait des législations très standardisées sur le modèle du standard européen, etc. C'est-à-dire qu'il fallait dorénavant un passeport. La majeure partie des gens n'en disposaient pas parce que ça coûte trop cher et qu'eux, ils ont toujours circulé par ça. Il faut demander autorisation de travail, chose impossible, etc. Et donc, on a créé, en fait, une catégorie de centaines de milliers de personnes qui sont devenues des sans-papiers. Ça a créé des tensions entre le Maghreb et les pays du Sahel, avec ces expulsions massives, évidemment, de citoyens. Ça a créé des tensions géopolitiques entre pays maghrébins eux-mêmes. C'est le cas du Maroc et de l'Algérie, qui déjà étaient en bisbille permanente et qui vont trouver une nouvelle raison. Ils se renvoient mutuellement en ping-pong les émigrés, chacun accusant l'autre de le déstabiliser par les immigrés, etc. Et donc, cette répression, elle est devenue une sorte de rente géographique, comme je le disais. Mais au-delà des atteintes aux droits des migrants, cette répression a contribué à renforcer le caractère autoritaire des régimes qui ont été autorisés, aidés, tolérés pour réprimer. Et donc, ça s'est soldé aussi par un rétrécissement pour les sociétés locales d'un espace démocratique qui était déjà fortement limité. Alors, et donc, si je peux dire, c'est pour ça que le traitement de l'immigration subsaharienne est devenu un enjeu démocratique et sociétal maghrébin, au-delà d'être une question migratoire et une question internationale, etc. Et de même que la répression à l'encontre des migrants subsahariens a contribué à renforcer le caractère répressif des régimes, leur défense aussi, sur une base de droit, elle est devenue un élément de la question démocratique interne et un élément de la construction de la citoyenneté, et elle légitime, en extrayant ça souvent du débat interne qui est déjà biaisé. Les débats internes, ils sont les mêmes depuis des décennies sur des tranchées entre des formations politiques islamistes, laïques, etc. Là, ça redevient un autre enjeu, si je peux dire, politique interne, etc. Et les sociétés civiles qui sont émergentes dans ces pays-là, elles vont se trouver confrontées à la réalité de la violation de droits de migrants subsahariens comme un prolongement des pratiques autoritaires et discriminatoires des pouvoirs qu'elles subissent déjà elles-mêmes. Et donc, ces sociétés civiles vont être très réceptives au fait que le traitement et la présence des étrangers a des résonances, des implications internes qui les touchent elles-mêmes. Et donc, c'est pour cela que la reconnaissance du statut de migrant pour les subsahariens et donc de la reconnaissance de leur statut de pays d'immigration, elle est fondamentale pour l'évolution démocratique et citoyenne de pays maghrébins, au-delà des questions de solidarité avec des migrants, etc. La négation de la réalité de l'immigration
subsaharienne par les pays maghrébins. Je bois un coup. Donc, je disais, la négation de la réalité de l'immigration. Enfin, pourquoi est-ce que les pays maghrébins nient leur statut de pays d'immigration, hein? C'est pas gratuit. Elle ne les nie pas seulement parce qu'en niant ce statut de pays d'immigration, ça les dispense de donner les réponses juridiques et sociales que ça appellerait. Et c'est pas seulement, elles ne nient pas seulement leur statut d'immigration par des considérations économiques, comme on l'entend souvent officieusement par les autorités. Nous sommes des pays pauvres, on ne peut pas se permettre de donner des droits alors que nos propres citoyens, etc. En fait, elle leur permet surtout d'éviter de poser la question de la présence de ces migrants sur un terrain de droit, alors que celui-ci, donc ce droit, est déjà largement transgressé, voire non reconnu pour les citoyens maghrébins eux-mêmes. Et ce qui est vrai pour tous les immigrés subsahariens, il est encore plus vrai pour les réfugiés et demandeurs d'asile. Pourquoi ? C'est là parce que ça interpelle profondément et directement les pays du Maghreb. Pourquoi ? Parce que reconnaître, en fait, si on reconnaît un droit aux réfugiés, c'est qu'on reconnaît leur présence sur des fondements de droits de l'homme. C'est ça un réfugié politique. Hein ? Donc c'est quelqu'un qui est persécuté, donc vous reconnaissez qu'il est persécuté, vous reconnaissez qu'il n'a pas à être persécuté, et vous lui donnez votre protection en tant que pays qui lui reconnaît ce droit donc d'être différent et de protester, etc. Et donc ça pose la question de ces droits qui ne sont pas reconnus dans le cadre national. Alors, c'est ce qui va expliquer, vous savez, Kadhafi est un homme qui a... C'est, contrairement à ce qu'on croit, il est très juridique. C'est la Libye du temps de Kadhafi est l'un des pays qui a le plus signé de conventions internationales. Pourquoi ? Parce qu'il allait s'asseoir dessus, tout simplement. Voilà. Et donc, il en a signé à tout bout de champ. Mais, malgré... Par contre, il s'est entêté à refuser de signer la Convention de Genève sur les réfugiés. Il y a eu les insistances européennes, etc. Et d'ailleurs, il a été jusqu'à la fin à expulser le HCR complètement. Mais sur cette question-là, c'est pour cette raison. Parce que ça signifie reconnaître une existence sur des fondements de droit, et ça veut dire reconnaître la liberté de penser, etc. Alors, cette attitude, d'ailleurs, elle est générale à tous les pays maghrébins. Alors, les autres pays maghrébins, ils ont tous reconnu formellement la Convention de Genève. L'Algérie, le Maroc, etc., etc. Mais personne, on va le voir tout à l'heure, peut-être je laisserai ça dans le débat, il y a une petite évolution dernièrement au Maroc, personne d'entre eux n'a reconnu le statut de réfugié aux migrants dont le HCR a reconnu le statut de réfugié politique. En Algérie, vous avez les Sahraouis, quelques Palestiniens, quelques Irakiens, quelques Syriens, aucun subsaharien, y compris des gens qui avaient une réputation d'opposants dans leur pays, etc., etc. C'est parce que, justement, ça les interpellait. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que de nombreuses associations de défense des migrants subsahariens ont vu le jour, notamment au Maroc, en Tunisie, en Mauritanie. On va le voir très peu en Algérie, mais c'est lié au contexte autoritaire qui était une vraie chape de plomb et qui explique que ça a pété dernièrement. Donc, et on va le voir que beaucoup de récentes contestations démocratiques, elles étaient issues des associations de défense des migrants subsahariens. D'ailleurs, ces associations elles-mêmes, elles ont émergé en lien avec les associations de défense des Maghrébins eux-mêmes en Europe. Je crois que c'est la défense des migrants maghrébins en Europe qui a fait saisir l'incongruité de défendre d'un côté de la Méditerranée le droit de ses propres émigrés à avoir une vie décente et de la refuser aux subsahariens. Je laisserai ça plutôt pour le débat et le cas marocain.
Oui, d'accord. C'est pour cela que, par exemple, on va voir qu'un gars comme Driss El Yazami, qui était d'abord un militant des droits de l'homme ici, qui a réintégré le système, va être un des... Enfin, tout ça pour dire que c'est devenu une question politique interne importante. Alors, je vais aborder le dernier volet, pour moi, qui était le plus important, et comment vraiment c'est une nouvelle donne qui interpelle, et c'est là où on va voir les interactions avec les sociétés locales, c'est que cette immigration, en fait, son apport, ça a été de confronter les sociétés maghrébines à une altérité nouvelle et de favoriser de façon contradictoire, dramatique même, un retour de la diversité dans ces pays-là. Et il faut voir que c'est au moment où le monolithisme culturel, religieux a gagné tous les pays du Maghreb. C'était un peu après les indépendances, comme un effet retour de l'onde de choc colonial. Il y a eu ce raidissement. Donc, au moment où ces pays connaissent une grave crise identitaire, qui a favorisé les affirmations alternatives violentes telles que l'islamisme, etc., eh ben, c'est en ce moment-là que l'immigration vient par les marges, vient par des marges inattendues, et elle va réintroduire autrement, sous une perspective toute nouvelle, les questions de l'altérité, de la coexistence et du vivre ensemble. Je crois que, heureusement, que la vie est faite de beaucoup d'inattendus, et là, la migration a été un de ces inattendus. Et elle est venue au moment où ces pays étaient gagnés par une rage d'uniformité extraordinaire. Le cas de l'Algérie, où non seulement on a évacué toute dimension cosmopolite, mais où on s'est mis à chercher la différence, y compris chez le semblable. Hein, la décennie noire, etc., etc. Et c'est en ce moment-là, moi je dirais miraculeusement, beaucoup de gens penseraient autrement, est venue cette altérité, mais qui est tout à fait différente, qui va bouleverser complètement les choses. C'est qu'en fait, l'interrogation sur soi au Maghreb, elle s'est construite pour l'essentiel, et notamment depuis la colonisation, elle s'est construite au travers du regard européen. Le questionnement sur soi, il s'est construit à partir de ce face-à-face identitaire. Et donc, c'est la colonisation qui a installé ça, mais l'immigration maghrébine qui s'est faite pendant longtemps exclusivement en Europe, avec ses drames, ses exclusions, etc., elle a encore renforcé ce face-à-face identitaire, hein, cette guerre culturelle, entre guillemets, etc., mais qui avait ses fondements. Moi, je suis d'un âge où le vécu des migrants maghrébins en Europe avait un profond écho dans les sociétés locales, parce que c'était une étape où elle ne s'était pas encore migration intégrée, où elle était l'objet de chantage géopolitique, où tout le monde avait des immigrés, etc., et ils étaient encore en relation étroite avec le pays. Ça se distend maintenant de moins en moins. Maintenant, beaucoup de Maghrébins commencent à les voir comme des étrangers. Et donc, ça a encore structuré plus ce face-à-face identitaire. Et donc, ce face-à-face identitaire, ça a contribué à susciter des crispations parce que les rapports étaient inégaux, si je peux dire, dans cette relation. Et voilà qu'on va avoir l'intrusion d'un regard inattendu, une autre perspective, un autre regard. Et donc, ce regard, il est venu de là où on ne l'attendait pas, et il va sortir miraculeusement. Je ne veux pas dire que c'est avec de l'eau de rose, miraculeusement mais contradictoirement. Il va sortir la question identitaire du labyrinthe mortifère de cette relation qui était à la fois quasi exclusive, mais aussi inégalitaire. Et elle va ouvrir des perspectives vers l'autre, un autre que l'Européen envahissant et dominateur, mais d'abord et surtout, elle va faire chuter le Maghrébin du confort de la position et du registre victimaire et de cet enfermement.
Alors, le Maghrébin, qui est traditionnellement victime expiatoire, toute désignée du racisme, va se redécouvrir dans la position inversée du raciste. C'est très déstabilisant, mais aussi libérateur. Et, par exemple, on va voir que les pouvoirs maghrébins, qui ont fait de la dénonciation des ségrégations coloniales et puis celles subies par l'immigration, ils en ont fait leur fonds de commerce politique. L'Algérie, on en sait quelque chose. Dès que le pouvoir est dans une impasse, ah, la France, vous avez fait, vous nous avez truc, et jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un message qui marche, parce que le traumatisme est là. Eh bien, maintenant, ces pouvoirs-là sont en train de développer la construction d'une xénophobie d'État. Beaucoup de responsables algériens, par exemple, tiennent des propos racistes qui auraient conduit n'importe quel responsable en Europe devant les tribunaux. Et les anathèmes, d'ailleurs, qu'ils utilisent, elles légitiment quelque part les discours racistes de certains responsables politiques européens à l'encontre de l'immigration maghrébine et la fragilisent. Mais surtout, cette xénophobie d'État, elle s'instille dans les populations locales, elle flatte l'intolérance, elle flatte la haine. Les expéditions punitives, par exemple, en Algérie, il y en a, on peut en citer. Au Maroc, des violences, des viols, des défenestrations, etc. Mais c'est surtout en Libye que les violences ont atteint leur paroxysme. En 2000, avant de venir à l'actualité, c'est quelque chose que malheureusement j'étais au devant de l'actualité que j'ai vraiment couverte. J'avais fait un reportage pour Le Monde diplomatique dans le temps. On a eu entre 100 et 500 migrants africains qui ont été tués lors d'expéditions punitives qui se sont étalées sur une semaine sans que les forces de l'ordre ne les contiennent, alors que c'est un pays qui était sévèrement quadrillé par la police. En fait, peut-être on en discutera dans le débat, ça participait de luttes internes entre des fractions au sommet, ceux qui voulaient rester enracinés à l'Afrique et ceux qui voulaient s'en détacher. Mais ça voulait dire qu'en fait, le migrant était vraiment une force, j'allais dire, d'équilibre, quoi, de politique, etc. Et on voit qu'aujourd'hui, donc les migrants, c'est les mises au travail forcées, c'est les raquettes, etc. Mais et donc cette inversion dans le rapport, je voudrais quand même prendre 5 à 10 minutes pour ça et j'arrête. D'accord, 5, 10, bon voilà. Parce que je pense qu'on arrive vraiment au cœur du sujet. Voilà. Donc alors, et donc si je peux dire, cette inversion dans le rapport à l'autre, madame, s'il vous plaît. Voilà. Donc je dirais, cette inversion dans le rapport à l'autre, elle pose en fait aux sociétés maghrébines la question de leur propre intolérance, celle du racisme de leur société et à l'intérieur de leur société. Et donc, elle perturbe la position victimaire qui consiste seulement à dénoncer le racisme des autres à leur égard. Et ce racisme, en fait, il n'est pas seulement conjoncturel. Dans le cas du Maghreb, il puise dans une histoire. Le migrant subsaharien, c'est pas seulement un autre, comme le Maghrébin en Europe, quoique ces trucs, c'est un autre qui existe déjà dans la mémoire, qui a une place assignée dans la mémoire. Le Maghreb, je le disais tout à l'heure, il a organisé pendant plus d'un millénaire la traite d'esclaves, y compris parmi les populations sahariennes qu'il a pourtant islamisées, hein, et que normalement c'est interdit par l'islam. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et c'est cette mémoire qui va jouer dans les clichés véhiculés aujourd'hui sur les subsahariens. Un raccourci, on les appelle souvent Abid ou Soudani. En fait, ce sont deux mots qui ramènent exactement les autres. Soudani, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vient des pays des Noirs. Hein? Et d'ailleurs, la France l'a utilisé longtemps pour le Mali, etc., en appelant ça Soudan, et ensuite le Soudan qui existe toujours. Donc on les ramène, si vous voulez, à cette histoire. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, comme quoi l'histoire existe toujours en géopolitique. Vous savez que ce concept
géopolitique fondamentale que nous connaissons aujourd'hui, qui s'appelle les pays du Sahel, le Sahel, il est né de cette époque-là. Pourquoi? Je vous expliquais comment on traversait le Sahara, et en fait, on traversait le Sahara comme une mer, avec des toponymies très maritimes, où les oasis étaient des ports. Le Sahel, ça veut dire quoi? C'est la traduction littérale du mot rivage, c'est-à-dire qu'en fait, on atteignait le rivage après avoir traversé la mer sahélienne. C'est pour dire que l'histoire joue. Donc, le Sahel est un mot en arabe. Et les pays du Sahel, etc., la géopolitique du Sahel, ça ramène à cette période de l'histoire. Tout comme aujourd'hui, le migrant aussi, quand on l'appelle Soudani, ça veut dire qu'il vient de ces pays du Nord. Ou quand on l'appelle Abd. Abd, alors, vous savez, les choses s'effacent, mais elles gardent. C'est comme aujourd'hui, on dit adieu, il n'y a aucune connotation religieuse. Abd, vous savez, beaucoup de prénoms veulent dire Abd, etc., vous en connaissez beaucoup. Ça veut dire créature soumise à Dieu, etc. Mais en fait, ça voulait dire il y avait une polysémie du terme. Le mot abd veut il désigne à la fois un statut, c'est-à-dire le statut d'esclave. Il désigne une fonction domestique, etc. Et il désigne la couleur de la peau. Et donc, en fait, c'est cette mémoire qui est réactivée aujourd'hui. Mais en même temps que ce passé est réactivé pour légitimer l'inégalité d'aujourd'hui, ou alors pour la contester, sont exhumés des sujets tabous, comme celui de la pratique de l'esclavage occulté. Il n'y a eu aucun travail de recherche là-dessus. Je pourrais dire moi-même, enfin je l'ai évoqué, il y a eu Malek Shebel qui a fait un travail, mais pas assez profond, etc. Aucune école maghrébine n'enseigne à ses enfants que les Maghrébins ont pratiqué l'esclavage. On leur enseigne surtout que l'islam a libéré le premier esclave, etc., etc., le fameux Muezzin, etc., mais ne leur dit pas qu'on y a eu une... Vous savez, sauf que c'était étendu sur une plus longue période, il y a eu autant d'esclaves pendant la traite arabe que pendant la traite européenne. Sauf que c'était étendu et qu'il n'y avait pas encore cette économie intensive, et donc, en fait, on les mettait dans l'armée, dans la domesticité, les harems, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, c'est des débats qui s'ouvrent sur ces chapitres de ces pays-là, et donc, en fait, on revisite la mémoire historique collective, ça écorne des représentations de soi, ça écorne des mythes, mais ça permet aussi d'aiguiser un peu le regard sur soi. Mais en même temps, si je peux dire, cette immigration, elle renvoie aussi aux sociétés maghrébines des interrogations essentielles sur leurs fondements et met à jour des angles morts. Je vais citer que 2 exemples. Hein. Un exemple. Je divise par 2. Bon, d'accord. Alors, non, parce que franchement, je ouais. t'interromps juste une seconde pour dire, je suis sûre qu'il y a des questions après, parce D'accord, que c'est ok. très riche, Bon. donc il faut laisser le temps. Oui, alors, par exemple, la présence des migrants africains, le rejet, le racisme dont ils font l'objet, eh ben, ça remet à jour la marginalisation et le malaise qui entourent des composantes nationales, minoritaires certes, mais très importantes des pays du Maghreb, par exemple les populations noires, par exemple les Hartani, les descendants de populations serviles. Ce n'est pas les mêmes, hein, même si les gens ont tendance donc, à les confondre. Et donc, les discriminations... Oui, monsieur, vous voulez que j'arrête pour... Ah, d'accord. Non, 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 non. Non, non, je pensais que, justement, c'est ce que vous demandiez comme elle. Bon. Non, je suis désolé. Non, 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 d'accord, ok. Et donc, en fait, oui, il y a une ségrégation, ne serait-ce que d'un point de vue symbolique, qui entoure ces populations, et il y a une occultation autour de cette question par des autorités qui sont réfractaires à toute expression minoritaire et qui la nient. Et donc, en portant la question de l'altérité à l'intérieur de ces pays, c'est le mythe de l'homogénéité socioculturelle des populations qui sont un des tabous les plus intouchables,
qui est écorné. Parce que dans les pays du Maghreb, on est tous... Il n'y a pas de minorité, il n'y a rien. C'est une création coloniale. Les gens les plus sincères vont vous flinguer si vous faites allusion à des minorités, et encore plus si vous dites qu'elles sont réprimées. Alors, ce qu'a permis le mouvement en Algérie actuellement, on voit le drapeau berbère qui est devenu assimilé, etc. Alors, c'est aussi l'angle mort des questions sociétales. Je vais donner un seul exemple. Il y a des mariages mixtes aussi dans ces pays-là. Et comme en général, au début, elles se passent toujours entre des hommes immigrés et des femmes autochtones. Sauf que là, elles se passent dans des secteurs vraiment de la grande misère, et là, on ne les voit pas, etc. Et rien que ce fait-là, il interroge un ensemble de fondements sociétaux, comme le fait que, jusqu'à tout récemment, à part la Tunisie, dans aucun pays maghrébin, ça vient de changer il n'y a pas très longtemps, la femme ne pouvait transmettre la nationalité. C'était quelque chose d'assimilé, même par les gens qui le contestaient. C'était un fait. Mais voilà qu'il y a des enfants qui naissent de ces relations-là. Et on se retrouve avec un casse-tête juridique d'enfants dont on ne peut pas légiférer, si je peux dire, un peu l'existence. Et donc, en un raccourci, ces mariages, elles révèlent des multiples impasses, ne serait-ce que par la situation juridique du père, celle du statut de l'étranger. Aucune disposition légale ne prend en compte et n'ouvre la possibilité d'une régularisation des étrangers, sauf ceux qui viennent par leur propre pays, les privilégiés, expatriés, etc., etc. Sinon, il n'y a pas moyen d'être régularisé. Celle de la nationalité, en plus de ne pas être transmissible par la femme, il n'y a aucune possibilité pour un étranger d'accéder à une nationalité. Moi, j'ai eu un de mes profs les plus importants qui s'est investi dans la... Il n'a jamais réussi à avoir la nationalité. Quelques-uns l'ont eu, soit les pieds noirs qui étaient restés, mais ça c'était des Algériens, quelques religieux qui ont fait un apport extraordinaire à la guerre de libération, etc. Alors, celle du mariage mixte, qui est mal acceptée socialement par une femme et qui est interdit formellement avec des non-musulmans. Vous savez qu'une femme ne peut pas se marier avec un non-musulman, alors qu'une majorité maintenant de ces migrants-là sont en fait catholiques, etc. Et donc ils doivent se forcer à un simulacre de conversion, etc., etc. Bon, je vais quand même arrêter. Voilà. Merci beaucoup, Ali. Donc peut-être on a le temps pour 3 ou 4 questions, avec des réponses courtes. Des questions courtes. Des questions courtes aussi. C'est juste pour vous dire que votre exposé mérite un colloque. Merci. Oui. On remarque que ce problème de mouvement des populations de migration dans la presse occidentale, comme d'ailleurs dans la... je ne parle pas de la presse maghrébine, ne donne pas grand-chose sur les causes de ces migrations, alors qu'on ne voit pas de migration, comme je l'ai dit ici, concernant les pays scandinaves, c'est-à-dire les Suédois, mais les Africains. Mais on ne dit pas pourquoi ces gens sont arrachés ou sont obligés de quitter leur foyer pour tenter l'aventure et parfois au prix de leur vie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et ensuite, je sens que le monsieur est impatient d'en poser une.
J'ai l'habitude avec les étudiants, donc je devine. Je ne suis plus étudiant depuis longtemps, malheureusement. Oui, mais bon. Moi, je me pose la question un peu plus spécifique, qui n'a pas directement été abordée, mais si vous parlez d'autoritarisme, c'est comment, d'un point de vue du contrôle de ces migrants, quelles étaient les stratégies adoptées par les États, quelles sont encore les situations actuelles. On parle beaucoup de la Libye, évidemment, mais c'est un contexte assez particulier, étant donné la situation politique, mais quand même assez révélatrice. Et je veux savoir si en matière de détention, plus particulièrement des migrants, est-ce qu'il y avait des pratiques particulières qui étaient mises en place et est-ce qu'il y avait aussi des actes de torture, de mauvais traitement qui étaient plus facilement effectués et acceptés, entre guillemets, par la société à leur égard également. Merci. Je préfère répondre à ces deux questions d'abord et ensuite. Alors, oui, je vais aller dans votre sens et puis vous contredire aussi. C'est vrai qu'on ne parle pas pourquoi ces gens-là viennent, etc. Mais je pense que quand on en parle, on dit une réalité qui est réelle. Mais elle occulte, mais aussi parfois elle sert à occulter autre chose. La réalité réelle, c'est vrai qu'il y a des conflits, des guerres dans ces pays-là qui engendrent de la migration, des gens réfugiés, etc. Et que dans ces guerres et ces situations, l'Occident joue un grand rôle, parce que c'est les guerres autour des ressources, etc., etc. Mais je pense que souvent on reconnaît ça, parce que ça permet aussi, notamment au Maghreb, de ne pas regarder quelque chose de plus fondamental. En fait, et c'est ce que j'essaie de dire, il y a aussi un processus profond qui joue dans le sens que je disais d'une mondialisation par la marge. Et que, par exemple, l'émigration importante en Algérie ou en Libye de travail a précédé les situations de crise qu'il y a en Afrique. Un pays pauvre comme la Mauritanie a toujours eu des migrants aussi. Je ne sais pas si vous voulez. Donc, il y a effectivement ces situations de crise, mais moi, ce que je pense, au-delà de la crise, et ça, il faut le voir, il y a un phénomène profond. J'ai pris l'exemple du cas de la sécheresse. Eh bien, la sécheresse, on va penser qu'elle va donner, qu'elle explique, etc. Et vous savez, j'ai été payé une fois, pas souvent, par une commission de l'ONU de lutte contre la désertification, etc. Et heureusement que j'ai touché l'argent parce que le rapport, ils n'en entendaient pas parler. Ils souhaitaient, par ce rapport, alerter sur les conséquences négatives de la sécheresse, et la meilleure façon dont ils pouvaient le faire auprès d'Européens, c'est de dire attention, ça va vous faire venir des migrants. Mais en fait, moi, il y a aussi une question d'honnêteté intellectuelle. Quand j'ai fait ma recherche, tous les Sahariens, je parle que des Sahariens, en fait, n'ont pas migré ailleurs. D'ailleurs, il y a une question qu'il faut se poser. Dans les migrations clandestines, vous ne verrez jamais de Touaregs ni de Maures blancs, les populations nomades sahariennes. Dans les traversées, je vous prends un pays comme la Mauritanie, les ambassades françaises, pour donner des visas, elles discutent toujours du risque migratoire, parce que c'est comme un risque. Eh bien, les populations noires mauritaniennes, alors qu'elles sont persécutées, etc., eh bien, elles sont considérées comme étant d'un risque migratoire. On leur donne difficilement un visa. On le donne facilement à un mort blanc, parce que les morts blancs ne migrent pas. Bon, c'est une des grosses énigmes. Mais c'est pour dire qu'en fait, la sécheresse, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait qu'elle a regroupé les populations. Et souvent, les populations sahéliennes se sont regroupées dans le Sahara maghrébin. Et de fait, ça a créé comme une trame transnationale, puisque les frontières étant artificielles. Et c'est tout. Mais ce phénomène-là va créer, si je peux dire, l'infrastructure pour que des migrants qui, eux, ne viennent pas de pays touchés par la sécheresse viennent utiliser ces relais-là. Et je donne cet exemple-là pour dire qu'en fait, il faut qu'on accepte cette réalité-là, qu'au-delà des drames, qu'au-delà des situations exceptionnelles, il y a un mouvement profond de rapprochement
contre lequel on ne peut rien. Donc, vous avez raison, mais il y a aussi ça. Alors, je ne sais pas si je... Et la corruption des dirigeants qui s'accaparent les richesses et qui laissent le peuple sur la paille. Je vous donne un exemple. Ça, par exemple, en Algérie, ça a été un des thèmes du soulèvement où les gens disaient, voilà, on ne veut plus émigrer, on veut vivre dans notre pays. Ça a été un des arguments très très forts utilisés par les contestataires, par les jeunes. Et savez-vous, il semblait que ça a repris ces 2 dernières semaines, mais que pendant toute cette période du développement de ce qu'on appelle le Hirak en Algérie, il n'y a pas eu d'émigration clandestine. Comme si les gens voyaient un petit espoir. Mais vous savez, tous les gens veulent rester dans leur pays. Enfin, je me permets de parler d'un truc personnel. Moi, je fais partie des privilégiés, non seulement d'un point de vue social, mais je vis avec une densité de réseau social. Et comme on travaille sur des sujets très délicats, donc vous avez on rencontre des personnes très prestigieuses. Donc socialement, j'ai un tissu magnifique. Mais pendant très longtemps, je donnais des cours, mais je n'avais pas envie de venir ici. J'aimais bien, hein. Vous savez, je vis à l'européenne. Mais parce que aussi, comme chercheur, on aime bien être proche de son terrain. Parce que d'abord, c'est votre fonds de commerce, mais c'est aussi votre aliment. C'est ce qui fait, etc. Donc, en fait, oui, c'est vrai que si... je vais vous donner un autre exemple. Pendant très longtemps, les Américains ont pris une très grande avance dans le domaine de l'informatique. La Silicon Valley, vous savez, la présidente de Microsoft, c'est une femme indienne, etc. Et les Européens se sont rendus compte qu'ils étaient en décalage. En 1998, ils ont émis une loi. Il y avait Jospin, etc. Ce n'est pas tant parce que c'était de gauche, parce que l'Allemagne, il l'a fait. Où il disait, tout informaticien, quel que soit son statut, il débarque, il n'a qu'à dire il est informaticien et il est pris. Mais en fait, ils n'en ont pas eu. Pourquoi ? Parce que les immigrés indiens qui se sont installés à la Silicon Valley ont développé le réseau en Inde. Et l'informaticien indien, d'abord, toucher 2 000 € en Inde, vaut parfois 6 000 € en Europe. Et puis vous vivez dans votre environnement tout en étant ouvert sur le monde. C'est pour dire qu'effectivement, il y a aussi ça, hein, ce phénomène, etc., qui fait que bon. Mais il faut aussi dire que moi, c'est une chose. Tous les gens qui sont même sympathisants avec les migrants, ils aiment bien nous entendre dire que ces gens-là quittent parce que ça va mal, etc. Oui, mais c'est aussi parce que c'est fatalement ça. Les gens bougent. Qui sait, peut-être qu'un jour, je ne vais pas vous raconter pourquoi je me suis installé ici, peut-être qu'un jour, je me serai de toute façon installé ici, sans que j'y sois contraint. Hein, voilà, qui sait, donc c'est où ça. Alors, pour ce qui est des politiques répressives, mais justement, c'est le grand problème de l'Europe, hein, qui veut à la fois pousser à une répression, mais qui veut la normaliser. Or, vous savez, moi, ce que en me baladant au Sahara, j'ai revu le concept de Foucault, les enfermer dehors, mais sous un autre plan. Que font en fait ces pays-là en général ? Surtout l'Algérie, par exemple, pour ne pas se mouiller, eh ben, on expulse les gens au-delà de leurs frontières au Sahara, et le Sahara devient un espace d'enfermement. D'ailleurs, on parle beaucoup, j'ai écrit sur ça il y a presque 20 ans, on parle beaucoup de ce qui se passe, des trucs, mais vous avez sur la ligne du Sahara, vous avez un tas de regroupements comme ça, de migrants refoulés, etc., qui développent une survie, et une survie très violente. Moi, j'ai vu au-delà de l'espace des frontières algériennes, côté malien, etc., donc une violence des migrants à leur propre égard. Par exemple, la mise en prostitution de femmes avec une violence extrême. J'ai longtemps voyagé avec ces migrants et vraiment, j'ai eu une toute autre vision de la prostitution. Pas comme celle qu'on voit ici. Une femme avec son mari, enceinte, etc., elle peut occasionnellement faire la
prostitution, c'était pas conçu comme ici. C'est comme une sorte d'échange rendu, etc. Mais là, par exemple, dans ces espaces d'auto-enfermement, la violence, la mise à prostitution de ces femmes est extraordinaire. Alors, je vais revenir à une chose, justement, sur la Libye et le truc de l'esclavage. Ça m'a fait rager personnellement. Et beaucoup pensent que, étant moi-même d'origine arabe, etc., j'ai été très... Mais en fait, vous savez, on venait de découvrir, si je peux dire, cette exploitation extraordinaire des migrants africains qui a toujours, en fait, existé, mais en mettant en avant le concept de l'esclavage, ça permettait, en fait, d'occulter par cette notion un peu fourre-tout, parce que d'abord ça permettait de rejouer le schéma de l'homme blanc, même s'il est arabe cette fois-ci, qui met en esclavage des populations noires, alors qu'il s'agit en fait d'économie, d'exploitation des migrants dans le cadre d'une économie de guerre. Et je vous dis, j'ai croisé cette... journaliste qui n'est pas une journaliste professionnelle qui a fait le truc, personne n'en a que foutre de vendre ou d'acheter un esclave migrant parce que le migrant coûte moins cher. D'abord, je vais vous faire un petit détail qui fait que ces journalistes-là ne racontent pas. Par exemple, ils vous traduisent 400 dinars libyens, l'équivalent de 500 € en France. Ça, c'est le marché officiel fictif, alors que dans la réalité, avec 400 dinars libyens, vous aviez à peine 50 €. Or, pourquoi s'embêter acheter un esclave, c'est aussi le surveiller, c'est aussi le risque, etc., alors qu'on a de la main-d'œuvre à très bas prix, et que c'est vrai qu'on met ces gens-là au travail forcé. Ça existe. Ça a existé avant la situation de guerre, ça existe toujours, si je peux dire, partout. Dans tous les pays où il y a une guerre, il y a une économie de guerre. Hein, l'Allemagne a utilisé les trucs, etc. Mais en parlant de l'esclavage, ça, en dramatisant, en y donnant une connotation anthropologique, etc., on évacue le fait très simple, mais très perturbant, qu'il s'agit de l'exploitation des migrations, et on évacue de poser la question de l'immigration. Et c'est pour ça, alors qu'on ne s'est jamais soucié de la situation des migrants de façon générale au Maghreb et des migrants africains en Libye, cette question est montée jusqu'au secrétaire général de l'ONU. Parce que, en fait, ça permet d'évacuer la question du drame des migrants qui meurent en Méditerranée, de la situation des migrants dans ces pays-là, et de réduire ça à un problème strictement politique et anthropologique de la mise en esclavage. Et c'est pour ça, moi j'ai fait d'ailleurs une tribune où je réponds plus en détail dans Libération, que vous pouvez peut-être retrouver, derrière l'arbre de l'esclavage. J'ai poussé un coup de gueule parce que ça participait à l'occultation radicale de cette question. J'avais une question concernant, j'allais dire, le mouvement dans le sens qui est l'argent qu'envoient les migrants dans leur pays d'origine. En Europe, on en parle beaucoup et on sait que telle famille tchadienne, immigrée, plutôt un Tchadien, fait vivre un village. Qu'en est-il pour les pays du Maghreb qui ont quand même une population donc venant du Sud? Est-ce qu'il y a aussi ce mouvement qui fait aussi d'ailleurs que certains pays ne cherchent pas tant à développer, à empêcher plutôt facilitent le départ parce que c'est pour eux un retour d'argent qui... Oui, alors de façon, vous savez, de façon... D'accord, attendez, de façon générale, hein, il y a aussi là une hypocrisie à faire tomber. Vous savez que l'aide au développement et les investissements productifs IDE que font les pays européens dans les pays du Sud sont nettement inférieurs à cet argent-là. Donc c'est très important.
La même chose se passe aussi entre le Maghreb et le Sahel, au point qu'il y a une grande partie du commerce qui s'est constituée sur ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans des pays où l'argent n'est pas convertible. Donc, le migrant devient aussi un commerçant. C'est-à-dire que le migrant, il vient travailler, parce que ça s'est toujours passé, avant que l'Europe s'en mêle, ça s'est toujours passé comme ça. Cycliquement, les gens viennent, ils travaillent, ils reviennent, et ben on va acheter des pièces détachées, on va acheter des choses. Alors, d'abord, ça permet de faire du commerce, de gagner, mais sans ça, ça permet de convertir un argent qui n'est pas convertible en le convertissant effectivement en truc. Et il y a un mouvement de commerce extraordinaire, en fait, entre le Maghreb et le Sahel, que les dirigeants ne veulent pas voir. Voilà. Merci.